Merci, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation aussi. Je suis très honoré d'être là et entre autres aussi dans cette vallée. Et je voulais rendre un hommage avant de commencer, premièrement aux migrants qui ont traversé, aux personnes qui nous ont soutenus durant toutes les années de traversée et de passage, parfois d'installation plus ou moins longue, et puis à la population de Gaza et de Cisjordanie. Voilà, pour poser un petit peu ce qui, selon moi, va déterminer dans les années à venir notre destinée politique. Voilà, en tout cas de manière importante. Donc oui, je ne sais pas si vous avez pu lire un petit peu la présentation de ce moment d'échange. Alors normalement, si je devais faire une conférence sur ce dont je vais parler et ce qu'on a décidé ensemble, qu'on a cerné un peu ensemble avec Jacques, il faudrait une heure, une demi-heure, une heure. Donc là, je vais le faire en forme un peu raccourcie. Je vous demande de ne pas m'en tenir rigueur, mais ce sera un peu moins détaillé que si c'était une demi-heure, 45 minutes, et puis on comblera les vides à partir de la réponse à vos questions. Voilà. Donc simplement, je vais dire vite fait, pour signaler, j'ai fait une recherche assez longue de 13 ans dans un milieu un peu particulier qui s'appelle, les milieux de l'alphabétisation. Parce que c'est comme ça qu'ils s'auto-présentent souvent, alors que c'est plutôt les milieux de l'enseignement de la langue française pour étrangers, donc le français, langue étrangère, pardon. Et donc, ce dont je vais parler aujourd'hui est ancré d'abord dans cette recherche-là qui a duré 13 ans. Je détaillerai ensuite s'il y a des questions là-dessus. Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais commencer, je vais parler, comme le titre l'indique, de processus d'invisibilisation et de processus aussi d'infériorisation, qui ne viennent pas toujours de là où on l'attend. Et le point de départ de cette réflexion, on a décidé en accord, en discussion avec Jacques, c'est quand même un événement qui s'est passé et qui fait écho à d'autres événements dans le monde, ici en France et dans cette vallée, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits dans cette vallée, même quasiment tous, je crois, qui sont passés à l'extrême droite au premier tour, si je ne me trompe pas. Donc, alors que c'est une vallée qui n'a pas forcément cette histoire-là, et ça ne se perçoit pas forcément au premier abord. Et bon, il y a eu, et c'est à un moment donné d'une augmentation du score de l'extrême droite, et de sa présence, qui s'est accompagnée notamment entre le moment de la dissolution extraordinaire, géniale d'initiative d'Emmanuel Macron et les élections qui ont suivi, qui s'est accompagnée d'une augmentation des agressions envers des personnes considérées comme non blanches. On a vu toute une série, notamment sur des réseaux sociaux intéressants, toute une série de personnes travaillant comme livreurs Uber, comme postiers, comme se faire agresser, voilà, par des personnes eurodescendantes, ou dit autrement blanches. On a vu la violence débridée apparaître de manière plus forte. Et on sentait qu'il y avait, au-delà de l'arrivée du Front National, même s'il s'appelle maintenant Rassemblement National, il y avait un certain plaisir à être agressif, à faire du mal. Ce qui ne veut pas dire que c'est le cas de tous les électeurs, etc. Mais ça pose quand même le problème que ce vote-là a des conséquences immédiates. C'est pas juste une erreur faite en passant, etc. Donc c'est à relever. Et on voit que ça a installé une période, en tout cas ça correspond à l'installation de propos et d'attitudes qui n'existaient pas de manière aussi dense en France. Je vais donner un exemple de notre ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui, quand il y a l'assassinat terrible de Aboubacar Cissé, ne sait pas prononcer son prénom à la télévision. Il dit Abouka, il abandonne et il dit l'individu. L'individu qui est le mot qui désigne le suspect en langage criminel. Voilà. Donc c'est pas rien. Ensuite, il dit qu'il ne peut pas recevoir sa famille parce qu'on ne sait pas trop dans ces familles-là qui est tante, qui est oncle, et donc il tient un discours hyper essentialisant sur la famille africaine, etc., où tout se mélangeait. Voilà. Et puis, en amont de cette période qu'on vit aujourd'hui et de ce score du FN, il y a eu quand même une série d'événements qui se répondent et qui répondent à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu notamment, le même jour qu'il y avait la déflagration de la vallée par le déluge, là, voilà.
le discours de Macron qui annonçait la loi pour que ce qu'il appelait le séparatisme islamiste, qui nous mettait en présence d'un vocabulaire et d'un imaginaire très spécial. Le séparatisme, c'est plutôt l'œuvre, et je dis ça sans mépris, hein, ça peut être très bien, les Basques, les Bretons, les Corses. Le séparatisme islamiste, ce serait quoi? C'est un concept compliqué en soi. Et même pas islamique, islamiste. C'est intéressant aussi. Et puis il nous a parlé de menaces d'une population qui est considérée comme non blanche, hein, et qui s'appelle la population des musulmans pratiquants plutôt. Et ce qui était intéressant, c'était ce que j'appelle l'ignorer et le refuser du discours de Macron. Et se refuser, c'est un peu la base dont je vais parler ici, je vais essayer de le faire rapidement, pour qu'on puisse très vite discuter entre nous. La base de se refuser, c'est le fait d'ignorer dans son discours. Macron ignore savamment dans son discours et n'évoque jamais la moindre connaissance de ce que sont ces musulmans pratiquants, cette population qui stigmatise, qui l'affiche. Comment cette population aime, comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle pense l'amour, comment est-ce qu'elle pense l'éducation des enfants, comment elle pense et vit le rapport à la mort, le rapport aux personnes qui ont disparu, comment elle pense les stratégies d'émancipation, le couple, quel est son rapport à la nature, quel est son rapport aussi également, ou ses rapports à la nature, parce que c'est une population homogène, et c'est valable pour d'autres communautés, hein, et quel est son rapport, par exemple, et sa pensée sur le dérèglement climatique. Non, c'est une espèce de population dans le discours de Macron complètement homogène, complètement invisible, juste avec quelques saillies un peu menaçantes. Hein. On nous parle de 200, je cite ça parce que c'est important de ne pas être précis, de 200 débits de boissons, c'est ça qu'on appelle ça comme ça, des débits de boissons, qui seraient tenus par des salafistes. Il y en a 40 000 hein, des débits de boissons en France. Donc déjà c'est un peu bizarre, des débits de boissons tenus par des salafistes, ou par des musulmans, on va dire, qui sont identifiés comme extrémistes. Et 200 sur 4 000, sur 40 000, il y a encore du temps pour les grands remplacements. Et donc c'est quand même hallucinant d'avoir un discours d'humeur qui ne tissait que de discours comme, que de propos comme ça. Et bien, cet imaginaire qu'on voit dans le discours de Macron, malheureusement, ben, c'est un imaginaire qui se fabrique collectivement et il se fabrique parfois aussi à gauche. Voilà. Et c'est étonnant, il se fabrique, quand je dis gauche, je ne parle pas de partis politiques de gauche, je parle d'associations, par exemple, de lieux, d'artistes, de cinéastes, de peintres, de proches, de gens de ma famille aussi, et d'associations, dont je vais parler maintenant, qui sont de gauche, c'est-à-dire quand on rentre dans les associations d'alphabétisation, ou chez certains amis aussi de gauche, on va trouver des affiches pour la Palestine, des affiches avec des personnes censées représenter des migrants. On fait dire à ces personnes, nous ne sommes pas un danger, nous ne sommes pas dangereux, nous sommes en danger. Donc on voit qu'il y a une ouverture. Dans les associations d'alphabétisation, sur lesquelles je vais parler plus précisément, bah, par exemple, et ça fait partie de leur vertu, il y a dans leurs locaux et dans leur pratique une volonté de soutenir les sans-papiers, par exemple. On accueille les sans-papiers, des fois certains travailleurs associatifs accueillent des sans-papiers chez eux, les protègent, etc. Et donc, je vais m'attarder un peu sur un de ces milieux de gauche qui peut avoir des attitudes parfois surprenantes, en ce sens où elles peuvent représenter une forme de continuum avec les discours que j'ai évoqués avant, et notamment celui du, je ne sais plus combien de fois, en tout cas du président de la République qui peine à partir, voilà, qui s'accroche. Et donc je vous ai parlé d'associations dites d'alphabétisation. Alors comme je dis, c'est intéressant déjà, c'est déjà un fait qui est intéressant, je vous appelle comme ça, en région bruxelloise, c'est là que j'ai travaillé. Parce qu'elles font essentiellement de l'enseignement de français langue étrangère, ce qui est un terme intéressant, c'est un terme démocratique. Ça pose le français comme étant une langue étrangère comme une autre, ce qui n'est pas évident. Mais entre eux, souvent, les associatifs, c'est un peu la population à qui je m'intéresse, hein, comme les personnes vont travailler avec des Inuits, moi je travaille avec des associatifs, majoritairement blancs. Quand ils parlent entre eux, ils parlent d'alphabétisation. Même quand les publics migrants qui sont là, savent déjà lire et écrire, ce sont des cours de perfectionnement, on continue à dire que c'est un public en cours d'alphabétisation. Voilà. Même quand parfois des femmes migrantes apprennent le français depuis 8 ans et écrivent des textes. Et des textes, je vais vous citer un extrait de texte pour vous demander,
écrit dans un atelier d'écriture que j'avais eu l'honneur et l'opportunité d'organiser avec des femmes migrantes. Il y a une femme qui écrit dans un texte qui s'appelle Le Jardin des Mystères, une femme marocaine. Raja Mamouni a dit « Les épines de rose, elles sont belles et pointues comme les griffes d'un oiseau sculpté sur une branche d'arbre. » Et elle, on va continuer à l'appeler dans les discours associatifs comme une femme en cours d'alphabétisation. Voilà. Après, il y a plein d'interrogations à se poser sur d'où vient cette éloquence, d'où vient cette façon de parler. Est-ce qu'elle s'est apprise subitement en apprenant le français? Sans doute non, mais on peut croire le contraire, on peut discuter, etc. De ça. Et donc, les associatifs, c'est d'abord des personnes qui sont dans une forme d'engagement, même s'ils sont salariés, etc. Ils sont pas, il y a des bénévoles aussi, mais je n'ai pas travaillé avec les bénévoles. Mais c'est des gens pardon, j'ai pas été un micro. Non, j'ai pas été un micro, c'est bien. C'est des gens qui sont là, et surtout des femmes, hein, il y a une majorité de femmes, qui sont là pour aider des personnes qui viennent d'arriver à trouver leur place et à améliorer leur stratégie d'installation dans le pays où ils ont décidé de s'installer pour toujours, provisoirement, etc. Et c'est des personnes qui lient des amitiés avec le public, avec les publics migrants qu'ils reçoivent. Alors évidemment, j'ai travaillé majoritairement dans une association. Vous m'entendez? Ah, vous m'entendez pas? Là, comme ça, c'est mieux? D'accord. Pardon. Mais je recommence pas tout, hein. Donc, j'ai travaillé notamment dans une association que j'appelle Rédiane, à Bruxelles, qui travaille qu'avec des familles migrantes. Donc, elle est non mixte. Bon, quand je suis là, elle est plus non mixte, mais elle est globalement non mixte. Et donc, il y avait vraiment des amitiés, des rapports courtois entre les femmes migrantes et les femmes enseignées. Il y avait par contre d'autres choses. Par exemple, à un moment donné, durant ma recherche, je me suis intéressé aux vitrines associatives. Vous voyez, une vitrine, c'est là où on montre ce qu'on vend. Et qu'est-ce que vendent des associations? Si on avait le temps, je vous poserai la question, puis on discuterait pour voir qu'est-ce que vous pensez. Et là, je vais répondre. Dans les associations, on vend des finalités associatives. Donc, les finalités associatives des associations dites d'alphabétisation, c'est de vendre des finalités pour des publics migrants. Souvent de culture, on va dire, extra-occidentale ou non uniquement extra-occidentale. Et là, sur les vitrines, on trouve des finalités. Alors, je suis allé voir les vitrines d'une vingtaine d'associations de la région bruxelloise. On trouve des finalités un peu étranges. Normalement, je ne le dis pas, je laisse les gens découvrir tout ça, mais on n'a pas beaucoup de temps, je le dis. Pour moi, elles m'ont semblé un peu étranges. Alors, une première finalité de l'association que j'appellerais Aleph. Nous voulons permettre à notre public migrant de pouvoir accéder à la culture. Serait-ce à dire qu'ils n'ont pas de culture? Nous voulons permettre à notre public migrant, je cite, de se forger des outils de compréhension du monde. Ouais, c'est un peu étrange. Une autre association va dire, nous voulons permettre à notre public de sortir de l'emprise familiale. Nous voulons permettre à notre public de devenir des citoyens responsables et engagés, actifs dans la vie politique et sociale de la cité. Et donc je vois ça, je suis un petit peu surpris. Et je me dis, c'est marrant, on évoque ces publics, mais on ne les évoque que négativement. Par quel miracle? Et pourquoi? C'est un peu la question que je vous pose, et que je me pose en même temps. Je me la pose toujours aujourd'hui, même si j'ai certains éléments de réponse. Mais pas complet, évidemment. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement on énonce ça, mais quand on énonce tout ça, on ne nous dit rien sur quelle expérience on se base. Donc, sur les associations, il n'y a pas, par exemple, un texte qui nous dit, voilà, à partir de tant d'années d'observation, d'études, de tels livres, nous constatons que, on nous dit, le public migrant a besoin d'avoir de se doter d'outils de compréhension du monde. Mais on ne nous dit pas à partir de quelles observations. Donc elles sont censées être présentes, ces observations, mais pas. Parce que c'est un énoncé qui est tellement sûr de lui-même et tellement affirmatif qu'il n'invite pas au débat. On ne dit pas on pourrait se demander si, on dit c'est tellement sûr qu'on fait déjà des propositions. Il faut permettre au public de sortir de l'emprise familiale. Sans savoir vraiment de qui on parle, des hommes migrants, des femmes migrantes. Alors si les femmes migrantes seraient toutes, ou issues, déçues des mondes extra-occidentaux, seraient toutes victimes d'emprise familiale, il faudrait savoir quand même à partir de quelle extraordinaire observation on arrive à cette conclusion. Voilà.
Il y a aussi autre chose qui est surprenant dans ces finalités, c'est qu'on annonce d'abord les migrants à partir ou les personnes qui viennent, on va dire, d'univers extra-occidentaux, d'abord à travers une série de manques. Hein, un peu de retard civilisationnel, un peu de retard en termes d'émancipation, etc. On parle de retard mentalitaire aussi à un moment donné, dans une association. Et ben, en même temps, on laisse entendre que nous, travailleurs des gens qui sont travailleurs dans des associations, on est tellement cultivés, tellement instruits, tellement puissants, tellement forts, qu'on peut pallier le retard de tout ce public. C'est pas rien. Voilà. Alors ça pourrait rester juste sur des vitrines, mais c'est pas le cas. Il se passe quoi? Il se passe que, par exemple, dans l'entre-soi, eurodescendants, je dirais, blancs, si on préfère, et enseignants, pas en face des personnes migrantes. En tout cas, je suis allé moi dans des associations qui avaient une part de bienveillance. Il y a des associations qui ne l'ont pas. Mais quand on est dans l'entre-soi blanc, eh bien, on va parler assez mal des migrants. On va dire, par exemple, mais pourquoi un tel, elle fait tellement d'enfants, quand est-ce qu'elle va commencer à travailler avec tous ces enfants? Ou bien j'ai entendu aussi, j'ai fait un groupe avec, je vais voir mon groupe, mes femmes turques, elles sont gentilles, mais qu'est-ce qu'elles sont frustrées et frustrent. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qui inspire de tels propos? Et puis on va entendre aussi d'autres propos sur un sujet qui est une sorte qui semble perçu comme une sorte de hyper extra-occident qui est l'islam. Voilà. Il faut savoir que dans les associations où j'ai mené mon terrain, ma recherche, 90% des femmes sont musulmanes, sunnites et visibles. Il y a 80% qui sont voilées, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, et ce qui est vécu comme un drame par les associatifs. C'est comme s'il y avait une révolution islamique iranienne à l'intérieur des... C'est une phrase d'une criminologue, Françoise Fabienne Briand, qui m'avait dit ça pour commenter. Et donc, bon, je vais entendre aussi des discours qui me disent, par exemple, que bon, c'est des femmes qui parfois ont vécu des parties de parcours conjugaux compliqués, mais on a tendance à penser dans l'association qu'elles ont toutes vécu un parcours conjugal compliqué. Qu'elles ont toutes eu un horrible mari, le patriarche, qui les empêchait, qu'il fallait cacher. Il y a un mythe aussi, c'est qu'il fallait cacher la plupart du temps que les femmes étudiaient dans l'association parce que les hommes n'étaient pas d'accord. Et progressivement, on va entendre aussi des discours, surtout à partir de 2014. Enfin, moi, je ne les ai pas entendus avant, mais j'en ai entendu d'autres. Hein. Et là, un jour, il y a une enseignante qu'on appellera Rosa qui me dit oui, elles vivent des difficultés, ces femmes, mais en même temps, elles sont co-responsables. Je lui dis pourquoi? Elle me dit parce qu'elles pratiquent de plus en plus l'islam. Je lui dis quel est le rapport entre les deux? Elle me dit l'islam pousse à la soumission à l'homme. Et je lui dis mais tu connais ça à partir de quelle base? Et là, on me répond on le sait bien. Voilà. Donc cette phrase c'est pas rien, on le sait bien. C'est-à-dire que le on est un référent. On ne sait pas trop lequel, mais c'est un référent quand même, une référence, on peut en parler. Et donc s'instaure dans l'association, il y a plusieurs personnes qui me disent ça finalement. Alors c'est quelque chose d'un peu bizarre parce que c'est une association qui est traversée par un féminisme diffus, on va dire. En tout cas une volonté féministe, et bien on instaure un sous-genre féminin, qui est celui de la femme non blanche, en l'occurrence migrante, de culture extra-occidentale, qui est censée être moins libérée, moins émancipée que la femme blanche, et un petit peu co-responsable de sa soumission, et parfois en tant que musulmane pratiquante qui l'assume, peut-être un peu missionnante. Donc peut-être comme cinquième colonne de l'investissement de la société par l'islam. Voilà, il y a un discours comme ça qui se met un petit peu en œuvre. Et bien en miroir de ce sous-genre féminin s'instaure un autre sous-genre, qui est le sous-genre masculin, celui de l'homme migrant, non blanc, qui est censé être plus violent, plus brutal, plus archaïque, plus menaçant aussi que la femme, que l'homme blanc. Alors ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on n'est pas dans une succursale du Front National, on est dans une association de gauche, qui plus est, parfois, pour les travailleurs, parfois, connaissent des femmes migrantes depuis 30 ans, et vivent de ces familles migrantes, du travail en tout cas qui est fait avec elles. C'est parce qu'elles sont là qu'elles ont un métier, qu'elles ont tout ça. Voilà. Donc il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais pour conclure et passer, c'est l'heure, hein, je crois. Oui, largement. Ouais. Pour passer à la discussion petit déjeuner, avec grand plaisir, je vais juste dire un petit mot sur
processus que je viens d'énoncer, je lui ai donné un nom. Parce que quand j'étais en train d'observer tout ça, je relisais un auteur qui est important pour moi, qui s'appelle Édouard Saïd, parce que vous connaissez, qui a écrit l'orientalisme. Et dans l'orientalisme, Édouard Saïd dénonce tout un corpus de discours qui prétend parler des Orients, du discours évidemment européen, mais qui finalement, comme il le dit, n'a pas du tout pour vocation de nous faire connaître mieux les mondes orientaux et leur complexité, mais plutôt d'affirmer sans cesse la supériorité de l'Occident sur les mondes orientaux. Voilà. Et sur l'Orient homogène que crée l'orientalisme. Là, quand je suis sur mon terrain dans le monde associatif, alors je n'ai pas affaire à des experts universitaires, j'ai affaire à des personnes qui ont aussi des parts d'expertise, de par leur travail, etc. Mais je me dis, tiens, je vois un orientalisme, mais qui est élargi à tous les sujets. Donc à l'Afrique, à l'Amérique latine, évidemment aux mondes orientaux dans la diversité, au Maghreb, etc. Et donc je me dis, est-ce que je ne suis pas en présence alors évidemment, ce que je vois appartient à cette bulle qu'on appellera racisme. Mais quel moment de racisme c'est exactement? Et c'est là que je forge, pour ne pas aller trop vite et essayer de comprendre exactement ce processus, je forme le terme de sudalisme. Et je vais définir ça comme une disposition de la majorité des personnes extra-occidentales, parce que j'en ai vu, à disqualifier spontanément les cultures, les savoirs, des populations des Sud ou perçues comme telles, des populations extra-occidentales. Je rajouterai une petite chose pour faire le lien avec ce qu'on s'est dit au début, même si je pense que vous avez pu le voir, ce lien, entre donc le fort score de l'extrême droite, les agressions, c'est ce que je viens d'énoncer ici, c'est que le sudalisme a une spécificité. Il n'attaque pas par le corps. C'est pas un discours de racisme biologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'appartient pas au racisme. Il en a une partie spéciale, il attaque par la culture. Voilà. Et dans un univers où nous vivons, où fort peu de gens connaissent d'autres cultures que les cultures européennes, ce n'est pas forcément très alertant d'entendre un discours qui disqualifie une culture qu'on ne connaît pas. Parce qu'on n'a pas forcément devant les yeux ou à l'esprit des arguments à confronter ou à apporter face à cette disqualification. Donc, le sudalisme permet d'installer de manière durable, progressive et exponentielle, depuis 30 ans, en tout cas c'est ce que je vois, il n'a pas existé depuis 30 ans, une habitude de disqualifier les personnes non blanches, extra-occidentales ou des Sud. Voilà. J'aurais des choses à dire, évidemment. Il y a une arrivée à ce que je vous ai présenté là de manière un peu ramassée par rapport à la thématique qu'on vous a vue, mais on va la découvrir ensemble à travers vos questions. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et je reste évidemment pour la discussion avec vous.